Donc bonjour tout le monde. Donc on continue notre formation avec cette fois-ci un thème très intéressant avec Dr Farah El-Haddadi. Donc ça sera sur la notation en cosmétologie ou indication à la dermatocosmétique. Donc sans tarder, je donne la parole à la docteure. Merci. Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet je pense qui nous concerne tous, donc c'est les dermocosmétiques. Donc je vais vous donner quelques trucs et astuces et le principal objectif de ce workshop, c'est que vous arriviez à la fin d'interpréter un produit cosmétique, de l'analyser, que ça soit dans un but personnel, donc si vous partez en parapharmacie, vous voulez acheter un produit cosmétique, ou pour de la prescription, donc pour vos patients. Et donc nous allons commencer. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation. Donc vous allez voir qu'il y a certains produits cosmétiques que je vais montrer. Donc c'est juste dans un but pour pouvoir un petit peu voir et analyser le produit ensemble. Hein. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que donc il y a un intérêt croissant donc des consommateurs. Des laboratoires, c'est un phénomène en fait mondial. En fait, tout le monde commence à donner des conseils en ligne. Ça commence des centres d'esthétique, les médecins généralistes donnent des conseils, les dermatologues, les pharmaciens, les blogueuses, elles s'y mettent aussi. Les stars aussi commencent à créer leur gamme de cosméto. Donc là, on voit donc Jennifer Lopez qui aussi donne des conseils en cosmétologie, de skincare routine. Donc il y a vraiment un intérêt vraiment croissant ces dernières années. Et lorsqu'on cherche sur Google, on met skincare routine, on trouve qu'il y a presque de 200 millions de résultats en seulement 0,71 secondes. Donc répartis sur les pages Google, sur YouTube. Et lorsqu'on cherche par contre, le mélanome, on trouve seulement 1 830 000 résultats en 0,65 secondes. C'est-à-dire que vraiment, les gens s'intéressent beaucoup plus à une skincare routine, à avoir une peau parfaite, plutôt que le dépistage de certains cancers cutanés ou autres. Donc on voit vraiment que les priorités ont changé. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la peau. Donc, la peau, c'est l'organe le plus étendu. Donc, c'est 2 mètres carrés chez l'adulte. C'est aussi le plus lourd. Donc, elle pèse environ 3 kilos. Et ce qui est très important, c'est que le pH de notre peau, il est acide. Donc, il est entre 4,2 jusqu'à 6,5. Et ce qui explique que des fois, lorsqu'on applique certains produits, donc tel par exemple le fameux savon de Marseille, que tout le monde dit, oui, c'est naturel. Ben, le savon de Marseille, il a un pH presque de 10, alors que notre peau, elle est plutôt acide, donc vraiment ça déséquilibre notre pH. C'est comme tous les produits qui se vendent dans les grandes surfaces, donc les gels douche, etc. Donc ils ont un pH qui n'est pas du tout adapté au pH de la peau. Et donc qui dit pH non adapté, donc dit altération de la barrière cutanée. Et si la barrière cutanée elle est altérée, donc il se passe une sécheresse. Et si la peau elle est sèche, eh bien elle devient craquelée. Et si elle est craquelée, ben, tout peut facilement rentrer, que ce soit des mycos, de la pollution, etc. Donc vraiment la base de la prévention en dermatologie, si en gros on ne veut plus voir le dermatologue, c'est qu'il faut toujours avoir sa peau bien hydratée et toujours à un pH qui soit adapté. Parce que si notre peau n'est pas hydratée, ben c'est le lit de toutes les maladies dermatologiques. Donc notre peau, elle est constituée de 3 tissus superposés, donc vous le connaissez. Donc il y a l'épiderme, donc avec le film hydrolipidique de surface. Il y a le derme. Je ne sais pas si on voit, je vais mettre le pointeur. Hop. Donc voilà. Donc, et là, nous avons donc le derme, donc qui est vascularisé, et puis donc la couche la plus profonde, c'est l'hypoderme, donc qui est faite donc des amas graisseux. Et la peau, elle a plusieurs rôles. Donc vous le savez tous, elle a un rôle de protection physique. Donc on parle de barrière cutanée, immune, solaire, sensitive. Elle permet la thermorégulation et surtout la synthèse de la vitamine D. Donc, qu'est-ce qu'un produit dermocosmétique ? Alors, un produit cosmétique, il se définit par 2 choses, soit par sa zone d'application, soit par sa fonction. Donc, un produit cosmétique, il est défini comme étant un produit qui est destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, que ce soit l'épiderme, les cheveux, les ongles, les lèvres, les organes génitaux externes, mais aussi avec les dents et les muqueuses buccales.
Donc ça, c'est pour sa zone d'application. Par contre, pour sa fonction, donc soit dans un but de nettoyer, soit dans un but de parfumer, donc par exemple un parfum, soit de modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état, mais aussi de corriger certaines odeurs corporelles comme les déodorants. Nous avons 5 catégories de produits cosmétiques. Donc on a les produits de soins, que vous connaissez tous, les crèmes, les sérums, les produits anti-âge, les produits d'hygiène corporelle, donc les savons, les gels douche, les shampoings, les déodorants, et les produits capillaires, donc tout ce qu'on met sur nos cheveux, que ce soit donc des shampoings, des masques, des colorations, les lacs, les gels coiffants, les produits solaires, que ce soit les écrans solaires, mais aussi les autobronzants, et les parfums, et donc les gels hydroalcooliques, donc les eaux de toilette, les eaux de parfum. Maintenant, il y a certains produits qu'on appelle des produits frontières, qu'on n'arrive pas vraiment à classifier. Donc, c'est toujours un débat. Donc, est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un complément alimentaire? Est-ce que c'est un cosmétique? Donc, beaucoup de choses rentrent en fait en considération, surtout par rapport au remboursement. Et donc, en fait, ces produits frontières, c'est des produits qui ne peuvent pas être considérés comme des médicaments, mais qui peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir certains effets secondaires. Donc, par exemple, les antiseptiques, les bains de bouche et les produits de confort, tels les vitamines, les compléments donc alimentaires. Et par exemple, le dentifrice. Donc, il y a aussi par rapport à la concentration. Là, je vous ai donné un exemple. Est-ce qu'on va le considérer plutôt cosmétique ou on va le considérer plutôt un médicament? Eh bien, des fois, ça se joue juste à la concentration en fluor, par exemple. Donc, le fluor dans les dentifrices, soit c'est un cosmétique, soit c'est considéré comme un médicament. C'est-à-dire, s'il a un dosage supérieur à 150 mg par 100 g donc de fluor, on va plutôt parler de médicament et non pas de cosmétique. C'est aussi le cas, par exemple, du Lovenox, donc les injections. Est-ce qu'on va compter ça comme un médicament ou bien plutôt comme dispositif médical? Donc, c'est pour ça qu'on parle, ça reste toujours des produits frontières. Donc, maintenant, nous allons analyser ensemble un produit cosmétique. Donc là, j'ai juste pris un exemple. Donc, la première des choses, lorsqu'on a un produit cosmétique, quand on le prend, il faut voir déjà le nom, d'accord? Donc, il y a la dénomination, ça c'est les critères obligatoires pour qu'un produit cosmétique soit sur le marché. Il faut voir donc le nom ou la raison sociale, donc souvent on retrouve les adresses du fabricant, le responsable du fabricant qui a été mis sur le marché, donc en général on le trouve sur le verso. Et il faut préciser donc l'indication du pays d'origine. Et bien sûr, le contenu, donc là on voit par exemple c'est 40 ml. Il faut aussi voir la référence du produit et la date de durabilité, c'est-à-dire la date de péremption. Donc lorsqu'elle est moins de 30 mois, en général vous allez trouver donc sur le packaging de préférence à utiliser avant la date telle. Donc il vous donne exactement la date. Sinon, si c'est donc à moins de 30 mois, en général, ils ne vont pas préciser, mais ils vont vous dire qu'il y a une péremption après ouverture. Donc c'est le fameux petit paquet où ils écrivent voilà, il peut, dès que vous l'ouvrez, il peut rester 6 mois seulement ou il peut rester 12 mois seulement. D'accord? Donc il y a aussi donc, le numéro de l'eau, la référence. Et ce qui est très 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 important, c'est aussi, en fait, on va voir, c'est les ingrédients. Alors il faut qu'ils soient écrits en 2 langues, en général, en français et en arabe ou bien en français ou en anglais, comme par exemple ici vous allez voir c'est écrit en français et en anglais. Et là surtout les ingrédients c'est très important. Pourquoi? Parce que quand les délégués ils vont venir, ils vont vous présenter un produit, ils vont vous dire, parce qu'il y a beaucoup de marketing derrière tout ça, ils vont vous dire mon produit c'est de la vitamine C, elle est la plus dosée, elle est à 30%. Donc vous allez prendre votre produit dermocosmétique et vous allez lire les ingrédients. Si vous trouvez que la vitamine C, elle est écrite en dernier, eh bien c'est faux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dosée en vitamine C, c'est plutôt juste un conservateur ou un agent dans la formule. Il faut que vraiment les principes actifs de votre produit soient au tout début, c'est-à-dire on dit les 3 quatrièmes, en 3e, 4e position. Donc vraiment les 3 premières lignes, il faut que votre principe actif il soit là. Pourquoi? Parce que en fait on classe tous les cosmétiques, ils sont classés par principe actif, mais aussi par dosage pondéral. C'est pour ça que vous allez trouver souvent water en premier, parce que bien sûr, c'est une crème, donc vous allez plus trouver de l'eau, c'est ce qu'il y a le plus. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez trouver les autres compositions. Par exemple, celui-là, c'est un produit à base d'hydroxyacide, donc on aura une autre session où on va parler des hydroxyacides, c'est-à-dire tout ce qui est acide glycolique, acide salicylé. Et bien là, on voit quand même que l'acide glycolique est là, et
ici, ils ont écrit les ingrédients actifs, donc on les trouve, l'acide salicylé, à 2%. Donc toujours bien interprété pour voir si vraiment ce produit, il est bien dosé, contient bien les ingrédients qu'il faut. Donc la référence, c'est quoi? La référence d'un produit, donc ça peut être, il est présenté soit sous le nom de marque, soit une désignation, soit ça peut être une fonction ou une présentation. Pour faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire vous avez des rouges à lèvres, et bien dans un rouge à lèvres, vous pouvez avoir plusieurs références. Par exemple, ça peut être la couleur, c'est-à-dire vous avez la couleur rouge, la couleur orange, la couleur bleue. Ça peut être un parfum, vous avez le parfum citron, c'est ce qu'on appelle la référence. Et en fait, lorsqu'on veut importer un produit cosmétique, par exemple, et on veut le vendre ici au Maroc. Donc on passe par la direction du médicament et de pharmacie et il faut enregistrer chaque référence. On n'enregistre pas par la gamme, on enregistre par référence. C'est-à-dire si on veut faire rentrer un rouge à lèvres rouge, eh bien, il faut enregistrer le rouge à lèvres rouge. Puis on passe au rouge à lèvres bleu. Donc c'est tout un process assez compliqué. Donc on a aussi et la gamme, c'est-à-dire vous connaissez, c'est tous les produits, que ça peut être une crème hydratante, le baume, voilà, c'est le nom de la marque. Nous allons parler un petit peu de la galénique d'un produit. Alors la galénique, donc vous savez tous, on a les lotions, les gels, les crèmes, les pommades, et en fait, plus la composition est légère, donc elle est riche en eau, plus c'est plutôt light, d'accord? Plus bien sûr les pommades, plus ça devient gras. Donc là, juste pour voir, ça c'est la différence entre une lotion, un gel, une crème, et donc l'onguent ou bien la pommade. Donc là, la différence entre chaque chose. Bien, c'est déjà la composition, mais c'est aussi, il y a certaines localisations. Donc, par exemple, la crème, donc elle est plutôt onctueuse, il y a moins de risque d'irritation, on peut l'appliquer un peu partout. Il faut éviter au niveau des plis, des fois, parce qu'il y a un risque de macération, et elle est très acceptée. Hein. En général, la crème, on peut la mettre partout sans problème. Pour la pommade, c'est intéressant pour la cicatrisation, d'accord? Donc des fois on l'utilise comme interface au niveau des plaies, au niveau des ulcérations, mais aussi pour amollir des croûtes. Donc ça, c'est les avantages de la pommade. Mais les inconvénients, c'est que beaucoup de patients, des fois, ils n'acceptent pas parce qu'il y a quand même, c'est un peu collant. Et puis, donc, il faut l'éviter au niveau des plis, au niveau du visage, donc, si possible. Maintenant, les gels, on les préfère au niveau des régions pileuses, au niveau de la barbe, par exemple, chez les hommes, au niveau du cuir chevelu, pour une meilleure pénétration. Donc, par exemple, les dermocorticoïdes, si on veut en donner au niveau des cheveux, on donne en gel pour une meilleure pénétration. Et voilà, mais l'un des inconvénients, c'est qu'elles peuvent être asséchantes. Maintenant, la mousse, donc c'est vrai qu'il y a moins de risque d'irritation. On peut les utiliser, les mousses, au niveau du cuir chevelu, mais aussi des fois au niveau de l'ongle. Donc ça, c'est pour certains produits tels des corticoïdes, mais ils n'en vendent pas ici au Maroc en mousse, parce que ça permet quand même une bonne pénétration, et il faut éviter de les mettre au niveau des fissures, des érosions. Ils sont faciles à appliquer et à étaler. Les lotions, c'est plutôt des poudres dans l'eau. Donc les lotions, on sait qu'elles sont plutôt asséchantes. Hein. C'est les sprays, par exemple, que vous avez antiseptiques, que vous utilisez pour assécher si vous avez des vésicules, si vous avez des bulles. On peut les mettre au niveau des cuirs chevelus. C'est les lotions anti-chute, par exemple, au niveau du corps, au niveau des plis, et il faut les éviter au niveau des zones fissurées ou érosives. On va parler un petit peu, comme je vous ai dit, ça va être des notions de chaque chose. C'est un peu difficile de parler de toute la cosmétologie, mais je vais vous donner des astuces dans chaque domaine. Donc pour l'eau en cosmétologie, donc on sait que les cosmétiques, ils peuvent constituer jusqu'à 95% d'eau. D'ailleurs, on l'a vu, c'est selon la galénique. Donc on peut avoir des lotions, des gels qui sont très très riches en eau, jusqu'à 95% d'eau. Les shampoings de 90 à 94. Et en fait, on a 3 définitions. On a une eau adoucie, c'est une eau qui est propre de calcaire, c'est-à-dire elle ne contient pas de calcaire. Une eau déminéralisée, elle ne contient pas de sel. Et bien sûr, la stérile, c'est qu'elle est déminéralisée, ne contient pas des micro-organismes. Le rôle de l'eau, principalement, c'est pour dissoudre les principes actifs qui sont hydrosolubles, mais elle a aussi des propriétés hydratantes, donc surtout lorsqu'elle est associée à des substances hygroscopiques, telles l'acide hyaluronique, qui attirent l'eau. Donc, pour l'eau minérale, c'est ce qu'on connaît tous, les eaux thermales. Donc, elles sont très riches en sels minéraux et en oligo-éléments. Donc, elles ont des propriétés apaisantes. On peut la proposer pour les patients qui ont des peaux sensibles, qui ont de la rosacée, des irritations en post-laser. Après, donc une épilation, on appelle les feux de rasoir. Elle permet aussi de parfaire le maquillage. On peut la pulvériser à 15 cm du visage. Et aussi, des fois, après le matin, quand on se lave le visage, on peut la pulvériser vraiment
vraiment, ça éveille le teint, ça donne une bonne mine. Voilà. On l'utilise aussi des fois pour, par exemple, des fois si un patient il a des réactions urticariformes pour apaiser tout de suite, après des piqûres d'insectes, donc c'est vraiment très intéressant. Pour l'hydratation, vous devez savoir que vous avez 3 types de crèmes, si je peux dire, hydratantes. Donc on a ce qu'on appelle les humectants, et on a les émollients et on a les occlusifs. Donc en fait, les humectants, c'est quoi? Donc c'est une crème que vous allez appliquer qui va en fait attirer l'eau. D'accord? Alors que les émollients, c'est plutôt une couche qu'on va appliquer sur la peau et qui empêche la déperdition en eau, ou ce qu'on appelle le transepidermal water loss. C'est-à-dire que pour garder notre peau hydratée, soit les crèmes hydratantes, elles attirent l'eau, soit elles empêchent la déperdition de l'eau de notre peau. Et on a bien sûr les occlusifs, c'est tout ce qui est gras, c'est les beurres, tels les beurres de karité, tels la vaseline. C'est un peu le même principe que les émollients. Et on parle d'une peau hydratée lorsqu'elle contient au moins 13% d'eau et déshydratée lorsqu'elle contient moins de 10% d'eau. La différence entre les humectants, les émollients, les occlusifs. Donc tous les produits cosmétiques, donc les hydratants, ils permettent d'apporter de la brillance, d'améliorer donc la texture de la peau. Les humectants, c'est quand vous allez lire votre packaging, vous allez trouver plutôt ces principes actifs. Sorbitol, polyéthylène glycol, glycérine, urée, hyaluronate de sodium ou l'acide hyaluronique, tout ça, ce sont des produits humectants, c'est-à-dire qu'ils vont agir en attirant l'eau. Les émollients, au contraire, donc c'est plutôt un peu plus gras, donc c'est ce que vous allez trouver huile de paraffine, cire, beurre, la lanoline qui est très allergisante, donc elle est extraite de la laine du mouton, le squalane, c'est du foie de requin. Donc maintenant, quand vous allez prendre un produit que vous allez lire, vous allez voir squalane, vous allez savoir qu'en fait que c'est un émollient et que c'est en fait pour l'hydratation. D'accord? Et les occlusifs, c'est les corps gras, c'est la vaseline, c'est les beurres. Et en fait, dans la plupart des crèmes hydratantes, en fait, on a l'association des deux. C'est souvent maintenant, c'est des humectants et en même temps des émollients. Donc moi, l'astuce que je donne à mes patients, c'est toujours mettre les crèmes hydratantes en fait sur une peau un peu humide. D'ailleurs, on dit de mettre nos crèmes hydratantes après le bain. Sinon, si on doit répéter la crème hydratante plusieurs fois par jour, vous pouvez juste prendre un gant de toilette, l'humidifier un petit peu et appliquer, et puis mettre votre crème hydratante, parce que votre crème hydratante, elle va attirer l'eau parce qu'elle va trouver l'eau à côté d'elle, et en même temps, elle va empêcher la déperdition en eau, puisqu'on a les humectants et les émollients. Vous pouvez faire le test, vous prenez une jambe ou une main que vous mettez la crème directement, et une autre jambe, vous allez mettre un petit peu d'eau, puis appliquer votre crème, vous allez voir que votre peau sera beaucoup plus souple, beaucoup plus brillante. Donc, c'est des petites astuces. Par exemple, donc, comme je vous ai dit, on peut avoir aussi un principe actif qu'on appelle donc, le panthénol, donc c'est de la provitamine B5. En fait, c'est en même temps un émollient et en même temps un humectant. Donc, on a diverses galéniques, on a les laits, on a les baumes, on a les crèmes. Les laits, sont plutôt légers, donc on aime bien les donner plutôt en été. Les baumes, surtout pour les peaux qui sont très très sèches, on aime bien les donner en hiver. Et les crèmes, en fait, ce sont des corps gras, donc dans de l'eau, on les donne pour les peaux normales à sèches. Et dans les crèmes, on a souvent 2 types, on a les riches et on a les légères. Donc les riches, c'est plutôt pour les peaux normales à sèches et les légères, plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Donc, il y a aussi une chose dont je voulais vous parler, donc c'est non seulement donc, hydratant et émollient, mais c'est aussi maintenant, l'hydratation, elle dépend du poids moléculaire, non seulement donc, les produits dont je vous ai parlé, l'urée, sorbitol, etc., mais c'est aussi le poids moléculaire, c'est très important. La glycérine, elle a un poids moléculaire de 92 daltons. L'urée à 10%, à 60 daltons et le panthénol à 205. Maintenant, beaucoup de laboratoires, ils viennent, ils nous disent, voilà, ma crème, elle contient de l'acide hyaluronique, elle va vous enlever les rides, elle va enlever tout ça. C'est pas vraiment vrai, d'accord, parce que l'acide hyaluronique, il a un poids de 20 000 jusqu'à 2 millions daltons. Donc, vous imaginez, pour qu'il puisse, il a un poids, il est très lourd, pour qu'il puisse pénétrer dans la peau. C'est pas évident. Les laboratoires, ils ont essayé d'encapsuler l'acide hyaluronique. Ils ont pu diminuer son poids, mais ils vont diminuer son poids maximum à 20 000, voire à 50 000 daltons, ce qui est quand même grand. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère, si vous voulez enlever vos rides ou autres, c'est plutôt les injections d'acide hyaluronique, parce que les crèmes, ça va pas être efficace tant que ça. Ça va hydrater un peu, mais voilà.
ça ne va pas effacer les rides et tout le reste. Par contre, lorsqu'on voit par exemple l'urée, c'est des produits hydratants qui ne sont pas chers du tout, qui contiennent l'urée, mais qui a un poids de 60 daltons, donc qui pénètre bien et qui peut très bien faire l'affaire pour côté hydratation. Un mot sur les écrans solaires. Alors, on a deux types d'écrans solaires. On a les chimiques et on a les physiques, donc ce qu'on appelle aussi les minéraux. La différence entre les deux, c'est que l'écran minéral ou l'écran physique, c'est dès qu'on l'applique, il protège directement. En général, on n'a pas besoin d'attendre 15 minutes et ils agissent par réflexion direct de la lumière, c'est un peu comme un miroir, alors que les écrans chimiques, il faut quand même, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre 15 minutes avant de sortir, parce qu'ils doivent être absorbés par la peau, et c'est à ce moment-là où ils vont exercer leur effet donc, de réflexion de la lumière, et donc leur effet photoprotecteur. La différence entre les deux, c'est la composition. L'écran minéral, vous allez voir, c'est le zinc oxyde ou bien le titanium dioxyde, donc le dioxyde de titanium. Alors que dans les écrans chimiques, c'est plutôt d'autres filtres, tels l'oxybenzone, l'avobenzone. Et on se pose toujours la question, est-ce que les écrans solaires ils sont safe ou pas? Donc il y a une récente étude très intéressante qui a été faite par la FDA, donc en 2019, c'est les Generally Recognized as Safe as Effective, donc ce qui est vraiment safe et ce qui est assez effectif pour les écrans solaires. Donc ils ont mis en 3 catégories. Donc il y a la catégorie 1, c'est les écrans minéraux qu'on propose plutôt chez les patientes qui ont des mélasmas, qui ont des peaux sensibles, qui ont des peaux irritées, parce qu'il nous faut le maximum de protection, et le maximum de protection, c'est les écrans minéraux. Et donc on a, c'est le titanium dioxyde, zinc oxyde, donc c'est ce qu'on a dit, l'écran minéral, donc ils sont la catégorie 1, safe et effective. Not safe mais par contre effective, c'est les PABA et la trolamine salicylate. Donc si vous voyez ces composés, donc à faire attention. Et maintenant, malheureusement, on n'a pas assez de données suffisantes. Donc vous allez voir, c'est la plupart des filtres chimiques, tels l'avobenzone, l'octotrilène. Maintenant, des petites astuces pour les écrans solaires. Donc, on ne les donne pas chez les enfants moins de 6 mois. Donc, il faut éviter les écrans chimiques chez l'enfant, parce que ça peut être donc, des perturbateurs endocriniens. Donc, on n'a pas assez d'études là-dessus, mais il vaut mieux éviter. Toujours chez les enfants, les nourrissons privilégient la photoprotection vestimentaire. Il n'y a pas mieux. Les chapeaux, les lunettes, les vêtements couvrants. Beaucoup mieux, même si les laboratoires ils vous disent mon écran, vous pouvez le mettre à partir de 0 âge. Non. Il toujours privilégie la photoprotection vestimentaire. Maintenant, si la date de péremption n'est pas mentionnée sur l'écran solaire, donc dans un congrès, ils en ont parlé, ils ont dit qu'on peut garder notre écran jusqu'à 3 ans après l'ouverture, parce que ça contient tellement d'agents, de conservateurs, qu'en général, il n'y a pas de problème. Maintenant, les astuces, si vous voulez savoir que votre produit cosmétique, il a tourné, eh bien, il y a déjà la première des choses, c'est la texture qui va changer, donc il va peut-être être plus liquide. La deuxième des choses, c'est la couleur. Si vous voyez que c'était blanc et que ça devient brun, que ça devient jaune, c'est-à-dire que c'est pas bon, mais il y a aussi l'odeur. Donc si vous voyez que l'odeur, elle change, donc là, au moins, vous saurez que c'est pas bon, qu'il faut jeter votre produit. Maintenant, les écrans solaires, est-ce qu'ils sont tout à fait safe? Alors, on sait maintenant dans les études récentes qu'ils sont associés à l'alopécie frontale fibrosante comme facteur de risque, c'est-à-dire le recul de la lisière frontale, ce qu'on appelle le lichen. Donc, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente. Donc, perturbateurs endocriniens, donc ça, il y a encore des études, donc il faut quand même éviter. Et surtout, déséquilibre des corails dans les mers. Donc, lorsqu'on met notre écran total et qu'on nage, ça peut déséquilibrer un peu la flore marine. Maintenant, il y a eu des études par rapport à la galénique, les écrans qu'on aime bien donner en spray. Alors, il y a eu une étude qui a été faite. En fait, ils ont trouvé chez les rats que lorsqu'on donne des sprays à base des écrans solaires, que ça pouvait être cancérigène, donner un cancer du poumon chez les rats. Donc, voilà. Donc, je pense que mais c'est peut-être à éviter. On ne sait pas à la longue qu'est-ce que ça va donner, surtout la formulation spray, parce que les particules vont être inhalées. Mais en même temps, on trouve ce titanium dioxyde dans tous les colorants alimentaires, on les trouve dans les dentifrices, on est tout le temps en contact avec. Donc, est-ce qu'on va enlever notre écran solaire alors que dans presque toute notre vie quotidienne, on utilise ces produits ?
Donc voilà. Maintenant, une autre astuce pour les écrans solaires, c'est que les écrans teintés, ils donnent une meilleure protection par rapport à un écran non teinté. Pourquoi ? Parce que ça contient l'oxyde de fer. Et donc, on préfère les écrans teintés chez les personnes qui ont plutôt des troubles de la pigmentation, tels par exemple le mélasma, voilà, des hyperpigmentations post-inflammatoires. Donc, préférez les écrans teintés, ça donne une meilleure protection parce que ça contient de l'oxyde de fer en plus. Et surtout, ça protège contre la lumière visible. L'oxyde de fer protège contre la lumière visible, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire les téléphones portables, c'est-à-dire les écrans, le téléphone, l'ordinateur, tout ça. Il faut mettre notre écran total. Si vous avez une patiente qui travaille toute la journée devant l'ordinateur et qui a du mélasma ou des taches pigmentaires, il faut lui dire de renouveler son écran solaire parce que la lumière visible est pigmentogène. Chaque 2 heures. Maintenant, quelle quantité il faut mettre ? Donc, on ne va pas vous demander de vous tartiner comme cela, mais en général, on dit, en règle générale, c'est 2 doigts. Donc, c'est 2 doigts, voire 3 pour faire le visage et le cou pour l'écran solaire. Sinon, il y a une petite réglette qui dit on peut utiliser donc une petite cuillère. Voilà, c'est un guide visuel pour le visage, 2 pour le torse, 1 pour chaque bras et 2 pour chaque jambe. Sinon, voilà un petit verre pour tout le corps. Un mot sur les antioxydants. Les antioxydants, c'est les sérums à base de vitamine C, mais aussi la vitamine E et l'acide férulique. Il faut toujours se laver les mains avant de les appliquer. Il faut utiliser en petite quantité. On dit vraiment une quantité forme de poids. Si on met trop, que ce soit pour tout, en règle générale, tous les principes actifs, si on en met trop, on a un risque d'irritation et c'est l'effet inverse. Donc toujours faire une petite quantité, c'est suffisant pour tout le visage. Il faut pas toucher le capuchon avec les doigts parce qu'on a un risque de contamination. Ne pas frotter, mais toujours étaler. Et attendre 2 minutes avant d'appliquer sa crème solaire ou autre. Les antioxydants, tels les sérums de la vitamine C, eh bien, ils ont plusieurs rôles. Moi, j'aime beaucoup prescrire la vitamine C. Donc, elle a une action anti-âge, donc parce qu'elle diminue les petites ridules. Elle permet, elle a une action aussi photoprotectrice, je vais vous en parler. Et elle permet la production du collagène. C'est un puissant antioxydant, donc ça permet de lutter contre le stress oxydatif, la pollution, les UV, le tabac. Elle est dépigmentante aussi, la vitamine C. Elle inhibe la tyrosinase kinase, ça c'est à partir de 3 mois. Mais aussi, est-ce qu'elle pourrait avoir un rôle ? Parce que comme elle est antioxydante, et on sait maintenant qu'on aime bien donner des antioxydants par voie orale aussi pour la prévention contre les cancers cutanés, eh bien en local, on n'a pas assez d'études, mais vu qu'elle a une action photoprotectrice, ça pourrait être intéressant. Donc elle améliore le teint, donc on dit qu'elle donne un coup d'éclat en 1 mois, la vitamine C, et elle est dépigmentante à 3 mois. Je vais vous donner pas mal d'astuces pour la vitamine C, surtout là, parce que les laboratoires, ils aiment bien dire que c'est les meilleurs en ce qui concerne la vitamine C. Alors, lorsqu'ils vous disent « mon produit contient de la vitamine C pure », donc si vous voulez qu'elle soit pure, il faut chercher la L-ascorbic acide dans la composition. S'il y a autre chose, ce n'est pas de la vitamine C pure. Et cette vitamine C, c'est une molécule qui est instable, qui est hydrophile, alors que notre peau, elle est hydrophobe. Donc, pour qu'on puisse faire pénétrer notre vitamine C, il faut diminuer le pH de la vitamine C à 3,5. C'est très difficile pour les laboratoires d'élaborer une vitamine C pure et qui soit stable, surtout à un pH de 3,5. Donc, pour la stabiliser, ils doivent baisser le pH, mais aussi ils doivent ajouter un composé. C'est ce qu'on appelle l'acide férulique, qui a une action synergistique avec donc, la vitamine C et il a une action aussi contre la pollution. C'est magnifique lorsqu'on a dans un produit la vitamine C et de l'acide férulique. Une autre astuce, c'est qu'il ne faut pas utiliser un tonique ou un démaquillant ou un gel lavant basique avant. C'est-à-dire, si on se lave le visage, les gels basiques, ils peuvent augmenter le pH. Et donc, lorsqu'on va mettre notre vitamine C, ça ne sera pas efficace. Parce qu'il faut que notre peau soit quand même acide pour qu'on puisse appliquer de l'acide. D'accord ? Parce que sinon, si on met quelque chose de notre peau est trop basique et qu'on met de la vitamine C, ça va annuler sa pénétration. Et donc, vous avez juste perdu votre produit. Il faut savoir que la présence d'eau, elle oxyde la vitamine C. Donc, comme je vous ai dit, cherchez dans les sérums de vitamine C la vitamine E, cherchez l'acide férulique parce que c'est des stabilisateurs contre l'oxydation et ils ont une action synergistique.
Maintenant, des laboratoires, ils disent mon produit contient de la vitamine C. S'il n'y a pas le L-ascorbic acide, ce n'est pas de la vitamine C. Par contre, ça contient des dérivés de la vitamine C. Et eux, ils vous disent que c'est de la vitamine C. Donc, les dérivés de la vitamine C, je vous ai mis tous leurs noms. Donc, c'est l'ascorbylphosphate, c'est l'ascorbylpalmitate, l'ascorbylisopalmitate. Ces dérivés, ils sont stables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Si, ils sont efficaces, mais pas aussi efficaces qu'une vitamine C pure, stable. Ils ont plutôt un pH neutre. Donc, on les trouve plutôt dans des crèmes hydratantes plutôt que dans des sérums. Donc, l'efficacité est moindre. Si vous voyez les dérivés, l'efficacité est moindre. Maintenant, il faut voir la couleur. Donc, la vitamine C, elle n'a aucune couleur. Normalement, les sérums, vous allez trouver qu'ils sont un peu de couleur un petit peu beige, discrètement jaune, voire incolore, d'accord? Si vous voyez que votre vitamine C elle est brune, c'est-à-dire qu'elle est oxydée et il faut la jeter. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, quand vous allez commencer à ouvrir votre packaging, il faut veiller à bien le fermer et le mettre à l'ombre parce que la lumière aussi, donc, elle oxyde le produit. Donc, quand vous allez ouvrir, vous allez trouver sur les bords de votre produit, de votre sérum, que ça commence à devenir brun, c'est-à-dire que le processus d'oxydation commence. À partir du moment où vous ouvrez votre sérum à la vitamine C, le processus d'oxydation commence. Moi, je dis de conserver la vitamine C au frigo, d'accord, parce que elle reste quand même froide, elle reste à l'abri de la lumière et toujours bien fermée. Maintenant, il y a les laboratoires, ils sont vraiment intelligents parce que des fois, il y a de la vitamine C, ils ajoutent des colorants. Et donc, ils vous la vendent, elle est déjà brune. Donc, vous ne savez plus si vraiment elle est oxydée ou pas. Donc, il faut faire attention. Je vous donnerai par la suite, je ne peux pas donner trop de noms commerciaux, mais je vous donnerai par la suite certains produits, si vous voulez. Maintenant, quelle concentration? Alors, les laboratoires, ils vont vous dire, ma vitamine C, c'est la meilleure sur le marché, elle a 35% de vitamine C, on est les seuls, 35%, c'est la plus dosée. Non, suffit qu'elle soit efficace à 8%. Si déjà on est plus de 8%, on est déjà bien. En général, on a 10 à 20%. Et plus de 20%, ça n'a aucun effet. Ça n'a pas un effet supérieur ou une action miraculeuse par rapport à 20%. C'est-à-dire, si elle vous dit 35%, il y a plutôt un risque d'irritation. Donc, vous allez me dire, oui, ici on prend de la vitamine C par voie orale. Est-ce que ça aussi, ça peut être une bonne chose? Il n'y a pas assez d'études et une très très faible quantité arrive à la peau, en fait. Donc, non, ce n'est pas vraiment efficace de prendre la vitamine C pour avoir un coup d'éclat. La vitamine C, elle est aussi formulée dans les crèmes. Ça n'a pas vraiment d'action, c'est plus une action hydratante plutôt qu'une action coup d'éclat. Il faut qu'elle soit en sérum. Comment incorporer la vitamine C dans sa skincare routine? Donc, je ne sais pas si j'ai toujours le temps. Encore 5 minutes. Donc, pour la vitamine C, donc, comme j'ai dit, il faut la conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. Est-ce qu'il faut la mettre le matin ou le soir? Ça dépend en fait de la concentration. Moi, je la mets toujours le matin, avant un écran solaire, parce que lorsqu'on met la vitamine C puis notre écran solaire, on est doublement protégé parce qu'il y a une action synergistique, donc on est bien protégé contre le soleil. Il faut l'éviter avec les rétinoïdes, avec les acides de fruits que vous allez trouver dans des crèmes. Donc, les acides de fruits, on va en parler demain, lors d'un prochain workshop. Éviter avec la niacinamide, donc c'est la vitamine B3. Donc, si on a le temps, je vais vous en parler, donc, parce qu'il y a un risque d'irritation. Voilà, donc si on met du rétinol, donc il faut le mettre le soir et par exemple donc la vitamine C le matin, d'accord? Et si on les mélange, c'est une question de pH, c'est pas bien parce que l'un va inhiber l'autre. Alors, juste pour que vous sachiez un petit peu les vitamines en cosmétologie, on aime bien donner des noms un peu bizarres. La vitamine A, c'est les rétinoïdes. La vitamine B3, c'est la nicotinamide ou la niacinamide, ou encore la niacine. La vitamine B5, c'est le panthénol. C'est ce que vous allez trouver dans le bipantène. Bipantène, panthénol, en fait, c'est de la vitamine B5, c'est de la provitamine B5 qui a des actions cicatrisantes, mais aussi hydratantes. Le panthénol, c'est une molécule qui est très, très bien pour la cicatrisation, ce qu'on trouve aussi dans le cicaplast. Donc la vitamine C, c'est la L-ascorbic acide. La vitamine E, je pense que vous connaissez, c'est le tocopherol. Et la vitamine F, c'est la linoléique acide. Donc pour les dérivés de la vitamine A, on connaît tous les rétinoïdes qu'on donne les comprimés pour l'acné. Il y a des choses qu'on trouve donc, en parapharmacie, qu'on dit en anglais donc over the counter, c'est-à-dire qu'on peut les acheter sans prescription. C'est les dérivés des rétinoïdes. C'est le rétinylester, le rétinol, le rétinal.
Par contre, ce qui est médicamenteux, c'est les rétinoïques acides, c'est l'adapalène, c'est l'isotrétinoïne. Voilà. Donc, en fait, ces dérivés, ils sont plus soft, donc moins irritants. C'est pour ça qu'on les trouve formulés dans les produits cosmétiques. Ils sont kératolytiques. C'est bien de les combiner avec une crème hydratante parce qu'ils peuvent assécher la peau. Et bien sûr, bien que ce soit des dérivés, c'est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Ils permettent de resserrer les pores, mais ils peuvent être irritants. Voilà. Et si on associe toujours avec la vitamine C, comme je vous ai dit, il faut espacer. Donc là, je vous ai mis juste quelques produits que vous pouvez trouver qui contiennent en fait du rétinol ou des dérivés des rétinoïdes. Comment il faut appliquer le rétinoïde? Il y a plusieurs écoles. Il y a ce qu'on appelle la technique sandwich. Vous pouvez mettre votre crème hydratante, puis le rétinol, puis en mettre la crème hydratante. Vous pouvez mettre votre crème hydratante, puis mettre votre rétinoïde. C'est vraiment selon chacun. Le plus important, c'est que plus vous mettez de la crème hydratante, c'est vrai qu'il y aura moins de risque d'irritation, mais il y a aussi un risque le rétinoïde peut être mieux absorbé et pénétrer encore plus parce qu'il sera absorbé avec la crème. Un mot sur la vitamine B3 ou la vitamine PP ou la niacide ou la niacinamide, c'est un excellent produit que j'aime beaucoup. Donc pourquoi on l'appelle la vitamine B3? Parce que c'est la 3e vitamine B qui a été découverte. Et on l'appelle aussi la vitamine PP. Pourquoi? Parce que en fait ça veut dire la pellagra preventive factor, parce qu'il y a une maladie dermatologique qu'on appelle la pelagre, donc on n'en trouve plus de nos jours, qui est caractérisée par un déficit en vitamine B. Donc chez patients, on les supplémente en vitamine B3. Donc la niacinamide, elle a une action anti-inflammatoire, donc dépigmentante. Moi, j'aime bien l'utiliser quand il y a des petites cicatrices d'acné, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient brunes. Donc elles sont vraiment, c'est un très bon produit. Aussi, il contrôle la production du sébum, mais aussi la niacinamide, elle est hydratante parce qu'elle augmente le taux de céramide, donc c'est ce qui permet une meilleure hydratation. Elle augmente la production de la filagrine, c'est un composant du Natural Moisturizing Factor, donc c'est les patients qui ont une dermatite atopique, ils ont un déficit en ce Natural Moisturizing Factor, c'est pour ça qu'ils ont la peau toujours très sèche. Voilà une petite fiche pratique pour les concentrations, si vous voulez, selon chaque produit. Par exemple, l'acide azélaïque, vous pouvez le trouver à 0 à 10%, mais dans des crèmes médicales qui ne se vendent pas au Maroc, vous pouvez trouver jusqu'à 15 voire 20%. L'acide kojique, c'est un dépigmentant, c'est entre 0 à 2%. L'arbutine, c'est un dépigmentant aussi, c'est entre 0 et 2%. L'acide salicylé, donc on va en parler demain, c'est entre 0 et 2%. Et le panthénol jusqu'à 5%. Donc voilà, donc en conclusion, ce qu'il faut faire, c'est tous les jours, bien sûr, vous pouvez faire le double cleansing pour avoir une bonne skincare routine, c'est-à-dire vous nettoyez donc votre visage, vous pouvez utiliser un tonique, un toner, mettre des antioxydants, de la vitamine C le matin, donc en sérum. Pour les femmes, voilà, s'il n'y a pas de grossesse, pas d'allaitement, vous pouvez mettre des rétinoïdes pour une action anti-âge. Bien sûr, hydrater sa peau, donc régulièrement avec une crème hydratante, et bien sûr mettre un écran solaire. Vous pouvez faire une fois par semaine de l'hydrafacial, exfolier par des gommages, vraiment une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mettre de la LED-thérapie, et tous les mois, vous pouvez faire des peelings ou bien de l'hydrafacial, les extractions pour les points noirs, et puis une fois par an, en fonction du cas, soit un laser, soit autre chose. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Farah, pour ce thème très, très intéressant d'actualité. Donc, on passe directement aux questions, si vous avez des questions à poser. S'il vous plaît, c'est l'usage de la vitamine C par microneedling, c'est très efficace. L'usage de la vitamine C par voie sous-cutanée, par microneedling, ça améliore le teint ou bien ça ne donne rien? Mais ça donne un bon coup d'éclat, des fois même immédiatement. Bah oui, parce qu'on l'a fait encore plus pénétrer. Donc, microneedling par la vitamine C, c'est très intéressant. Bonjour tout le monde.
S'il vous plaît, moi je voudrais que vous nous parliez de votre expérience personnelle en matière d'hydratation. Vous avez cité des hydratations minéraux. Est-ce que c'est pas du commerce pur et dur? Est-ce que le sérum physiologique c'est pas plus intéressant? Et pourquoi pas de l'eau carrément stérile? L'eau stérile, si vous voulez, mais l'hydratation, vous voulez parler en IV par du sérum salé, c'est ça? En IV ou application locale? Non, si vous appliquez du sérum salé sur le visage, il y a trop de teneur en sel et ça risque de vous irriter, voire d'assécher votre peau. Donc non, c'est vraiment, il faut que la texture soit adaptée. Il faut vraiment chercher ces composés dans les crèmes hydratantes, telles les polyols, les céramides. Les céramides, c'est quelque chose de très très intéressant parce que c'est un peu gras. Et comme j'ai dit, donc notre peau, pour qu'elle soit hydratée, elle est constituée en surface d'un film hydrolipidique. Donc il faut de l'eau, mais il faut aussi du gras. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit hydrolipidique. Donc il faut des céramides, il faut des beurres, il faut des cires, il faut que ça soit quand même quelque chose de gras pour non seulement de l'eau, d'accord? On a beau mettre de l'eau, non, parce que aussi quand même notre peau, c'est une barrière qui est quand même hydrophobe, d'accord? C'est pour ça qu'elle ne fait pas pénétrer l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener des choses un peu grasses parce qu'il faut aussi empêcher, comme j'ai expliqué, la déperdition en eau. La déperdition en eau, parce que notre organisme, il est riche en eau. Il faut empêcher sa déperdition par un peu des crèmes occlusives. D'accord? Donc encore deux questions. Madame, pour les produits naturels, le curcuma, le citron, et tout ça, le henné et tout, il n'y a pas de... Oui. Par exemple, le citron, si vous voulez me dire oui, ça donne un coup d'éclat, etc. Mais je ne conseille pas parce que ça peut être très irritant, parce qu'on ne peut pas contrôler la concentration et la pénétration. C'est un peu comme dans les produits cosmétiques. Donc c'est vrai qu'il y a certains remèdes maison, les remèdes de grand-mère qui peuvent marcher. Donc je suis pas contre. Mais voilà, ça dépend aussi de la quantité, combien vous utilisez, et c'est des choses qu'on n'arrivera pas plutôt à contrôler, comparer si c'est formulé dans des produits cosmétiques. D'accord. Donc, dernière question, docteur. Quelle est l'utilité de la crème lanolin sur les gestes de sein faciales? L'utilité, c'est une crème hydratante et en même temps, quand on dit hydratante, c'est aussi ça va renforcer la barrière cutanée, donc ça va permettre de cicatriser. Donc c'est un peu le même principe. Comme j'ai dit, quelque chose qui est... Moi, je donne toujours un exemple de la peau, c'est un peu comme la terre. Lorsque la terre elle est très très sèche, qu'est-ce qui se passe? Elle devient craquelée, il y a des fissures, il y a des ouvertures. Donc nous, c'est la même chose avec la peau. Donc on essaye de combler ces vides par de la crème hydratante qui soit bien formulée, par des crèmes cicatrisantes pour essayer un peu de renforcer. On parle du renforcement de la barrière cutanée. Il faut très, très bien expliquer aux patients qu'on ne leur donne pas de la crème hydratante pour hydrater puis c'est tout. Non, il faut leur dire que je vous donne cette crème hydratante pour renforcer votre barrière cutanée. Quand on dit ça aux malades, ils acceptent plus facilement et ils achètent leur crème hydratante. Si vous leur dites prenez ça, c'est de la crème hydratante, il va vous dire non, ça c'est juste commercial. Non, dites je vous donne ça, c'est un traitement, c'est pour renforcer votre barrière cutanée, pour éviter d'avoir des rechutes, pour éviter d'avoir des surinfections, etc. Parce que votre barrière cutanée sera intègre et intacte. Voilà. Docteur, ما غاديش نصحاوبك en tant que médecin et en tant que femme. Donc غنزيد deux questions et on passe à la pause café. الله يخليكم. C'est la même. Donc une question et docteur là. Oui, bonjour, merci. S'il vous plaît, en ce qui concerne les huiles, l'huile d'argan, l'huile de figue de Barbarie, surtout que dernièrement, on parle de l'huile de Barbarie comme quelque chose de vraiment exceptionnel, anti-âge. Alors, c'est ce qu'on voudrait savoir. Merci.
Alors les huiles, oui, je ne suis pas contre, c'est aussi une bonne option. D'ailleurs, il y a tout un DU d'ailleurs qui est à Casablanca sur l'aromathérapie et l'huile essentielle. C'est très intéressant, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, tout ce qui est aromathérapie, huile essentielle, mais je sais que ça peut être de bonnes options aussi pour traiter le psoriasis, pour traiter les eczémas. Je ne suis pas contre, c'est juste que je n'ai pas d'expérience personnelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que des fois, il y a certaines huiles qu'on applique sur le corps, elles sont plutôt grasses plutôt qu'hydratantes. En fait, ça peut être très gras justement et des fois ça ne peut ne pas être adapté à certaines personnes, d'accord? C'est tout comme la Nivea. Donc la crème Nivea, c'est la crème ou la crème Matrix. Pour nos grands-mères, elles achetaient toujours la Nivea. La crème pour elles, c'est la meilleure crème. En fait, la Nivea, c'est pas une bonne crème hydratante parce que c'est une crème plutôt grasse que hydratante. Donc il faut faire la différence entre ça. Elle peut être grasse sans apporter aucun effet hydratant pour la peau. D'accord? J'entends pas. Bonjour tout le monde, merci pour votre présentation. J'aimerais demander s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des cas rapportés d'allergie cutanée à l'application locale de vitamine C? J'ai vu des cas, des peaux qui tiraillent après l'application de sérum. Est-ce que ces vitamines C, ça dépend de la concentration de la vitamine C, est-ce qu'il peut passer à une concentration inférieure? Merci. Alors oui, tout produit peut être irritant, tout produit peut être allergisant tel qu'il soit. Parce que des fois, c'est non seulement la vitamine C, l'ascorbique, l'ascorbique acide, mais c'est les autres composés que vous allez trouver dans la formule. Ça peut être les conservateurs, ça peut être tout produit cosmétique peut être allergisant. Et si on en met beaucoup aussi, ça peut être irritant. Et c'est aussi en fonction de la concentration, elle peut être irritante. Donc oui, maintenant, il faut savoir qu'il y a le centre de pharmacovigilance, mais aussi de cosmétovigilance, qui est à Rabat, donc qui est le même. C'est-à-dire si vous avez des patientes qui rapportent des allergies ou des effets secondaires, il faut notifier. C'est très important, il faut déclarer au centre de pharmacovigilance et de cosmétovigilance si votre patiente fait une irritation ou autre, parce que vous allez lui rendre service à votre patiente, mais non seulement vous allez pouvoir déclarer pour les autres cas. On ne déclare pas souvent, mais il faut le faire. Donc nous, les dermatos, quel que soit, même des fois, moi j'ai des patientes qui achètent des crèmes sur Internet et qui font des irritations pour les mélasmas, etc. Il faut notifier, d'accord? Voilà. Merci beaucoup, Dr Farah. Merci à vous. Donc on passe à la pause café.